principes de production de l'agriculture biologique participent à l'atténuation du changement climatique. Comme pour toutes les productions, elle subit l'impact de ces dérèglements. Des stratégies sont ainsi mises en place pour que les exploitations agricoles deviennent plus résilientes. Témoignage d'Alain Leca, conseiller en agriculture biologique et grande culture à la Chambre départementale de la Somme. Je suis Alain Leca, je suis conseiller agricole spécialisé en agriculture biologique sur le département de la Somme et avec une orientation très grande culture, même si dans mon ancienneté de métier de conseiller agricole, j'ai aussi travaillé sur les productions animales dans le cadre de l'accompagnement des conversions. J'ai effectué différentes missions dans mon métier qui est en fait l'accompagnement des agriculteurs à titre individuel et collectif. Et puis aussi fait un travail de collecte de référence qui est une des missions du conseiller agricole et aussi dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des agriculteurs à l'agriculture biologique et notamment dans le cadre des conversions quand la bio allait très très bien. Est-ce que justement dans le département, vous pouvez nous situer un peu quelles sont les productions en bio en grande culture et sur quelle surface un peu elles s'étendent, combien de producteurs? Le département de la Somme, c'est dans la région Hauts-de-France, évidemment. Donc, on compte à peu près 1465 fermes dans les données de 2022. Et la Somme représente 228 fermes pour à peu près 7000 hectares en bio et 1100 en conversion. Donc, ça fait un petit 8000 hectares de production bio sur le département de la Somme. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, en quoi est-ce qu'on peut dire que le bio participe à l'atténuation du changement climatique et quelles sont aussi les pratiques et l'accompagnement qui peuvent faire qu'elles deviennent un peu plus résilientes face à ces aléas? Le changement climatique en agriculture biologique, il se gère bien sûr et principalement par la diversité des cultures qui sont mises en place. Ça, c'est un grand atout des rotations en agriculture biologique et d'autant plus important qu'il y a des prairies temporaires, qu'on allonge les rotations avec des prairies temporaires de légumineuses ou légumineuses associées qui fixent du carbone et de l'azote. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point essentiel dont on fait peu référence, mais qui est pour le moins important, c'est qu'elle n'utilise pas de produits issus de l'agriculture chimique et de la pétrochimie, tout simplement. Donc on n'utilise pas des engrais chimiques de synthèse ni produits type pesticides qui, en fait, consomment de l'équivalent tonne de pétrole. Donc effectivement, en occultant toute cette partie de la pétrochimie, on ne participe pas au réchauffement climatique. Et aussi, on a aussi beaucoup recours aux PRO, ce qu'on appelle aux PRO, aux produits résiduaires organiques, à la matière organique, ce qu'on appelle exogène, un produit sur la ferme ou acheté à l'extérieur. Et donc, ces matières organiques sont recyclées, donc on stocke là également du carbone. Et puis, on va rechercher une autre forme de stockage qui est l'azote, à travers une recherche d'autonomie azotée dans le cadre de l'utilisation des légumineuses. Alors, soit vendu à l'extérieur dans le cadre des luzernes déshydratées, ou soit tout simplement recyclé à travers les couverts végétaux qu'on utilise beaucoup en agriculture biologique. Donc, qui stockent beaucoup de carbone et qui recyclent beaucoup de carbone et d'azote. Comme partout, l'agriculture biologique doit être impactée par le changement climatique. Il y a un accompagnement pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus résiliente face à ces sécheresses récurrentes. Le réchauffement climatique, en fait, il faut aussi voir ce qu'il représente et notamment, on accompagne les agriculteurs beaucoup autour de cette sensibilisation de ce que c'est que le réchauffement climatique et de comment il se passe, il se déroule et il se déroulera. Et donc, moi, j'attire beaucoup l'attention lors de ces formations sur une partie importante qui est le réchauffement, mais qui se voit lentement, mais sûrement, je dirais. Et en fait, moi, j'appuie beaucoup sur le dérèglement climatique, qui est un deuxième acteur principal et qui, là, pour moi, est beaucoup plus insidieux que le réchauffement, parce que le dérèglement, on ne le maîtrise pas du tout.
On l'a bien vu, on le voit depuis 5-6 années, effectivement des variations de pluviométrie. Donc là, cet hiver, c'est parfait l'exemple. L'été dernier, c'était le réchauffement et le dérèglement avec des coups de chaud. On peut avoir des coups de chaud en juin. Nous, dans le département de la Somme, on a eu en moyenne plus 4 degrés sur le mois de juin, qui est complètement anachronique, quoi, et qui a des répercussions sur les cultures. Ça, c'est assez important, et c'est juste des règlements qui sont importants pour moi, qui doivent être sensibilisés, qui doivent être connus par l'agriculteur, quoi, pour justement y faire face. Et comment on y fait face? C'est à travers des leviers. Il n'y a pas beaucoup de révolutions dans le secteur. C'est beaucoup de leviers agronomiques. Et les leviers agronomiques passent principalement par des leviers simples. Je dirais, il y a 2 types de leviers. Il y a des leviers assez simples et puis des leviers un peu plus structurels, je vais dire. Bon, des leviers simples, c'est l'adaptation de la variété, tout simplement, avec effectivement aller rechercher des variétés qui résistent à la sécheresse. Et puis les leviers un peu plus structurels, où là, on va conseiller de changer d'espèce, d'introduire des nouvelles espèces. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai effectivement du tournesol dans la Somme, dans les Hauts-de-France. Moi, le tournesol, pour moi, c'était une plante emblématique du sud de la Loire. Quand je partais en vacances, j'en voyais sur Dijon, ou j'en voyais sur le Bordelais, etc. Et aujourd'hui, du tournesol, on en fait au Touquet. Voilà, on situe bien le Touquet à la côte. Donc voilà, ça, le dérèglement climatique, pour moi, c'est emblématique avec le tournesol. Donc des nouvelles espèces qui apparaissent dans les assolements. Et puis aussi ce qu'on appelle des adaptations qui sont citées par les instituts techniques, qui nous proposent des systèmes d'agronomie de rupture, ce que j'appelle l'agronomie de rupture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des févroles, la févrole, c'est pareil, la févrole de printemps, par exemple, qui d'année en année voit ses rendements diminuer sans pouvoir expliquer ni quoi ni comment. Et ces févroles de printemps va commencer à soit avancer les dates de semis, ou soit carrément proposer des dates de semis un peu antinomiques et les semer en hiver, par exemple, pour justement décaler le cycle face au changement et au dérèglement climatique. Et puis, un des conseils que tous les agriculteurs connaissent est l'adage, qui a de plus en plus d'importance, qui revêt de plus en plus d'importance, c'est de dire aux agriculteurs qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça reste un adage agricole très connu, mais qui prend de plus en plus d'importance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir diversifier ses cultures, diversifier les variétés pour justement essayer de passer à travers ce dérèglement et ce réchauffement climatique, quoi. On est pour l'instant beaucoup dans une stratégie d'évitement avec les moyens qu'on a à notre disposition. C'est plus une stratégie d'évitement qui, pour l'instant, peut amener des résultats et de la résilience sur toutes les fermes, qu'elles soient bio ou pas du reste. Cette résilience, c'est l'évitement pour moi qui est un des principaux leviers et majeurs dans notre conseil, quoi.